Bonjour à tous. Il y a deux, trois choses que vous devriez savoir sur l'histoire des tirailleurs dits sénégalais. D'abord, il s'agit d'une troupe coloniale, c'est-à-dire d'une troupe montée de toutes pièces par les Français, par les colonisateurs, arrivés en Afrique à la fin du 19e siècle, pour coloniser les pays d'Afrique. C'est-à-dire que ce sont des Noirs qui ont rejoint spontanément en général l'armée française et se sont mis à son service pour conquérir leur propre pays et les pays aux alentours. Ce qui fait que vous avez des tirailleurs sénégalais qui ont aidé la France à conquérir les régions rebelles du Sénégal qui refusaient la colonisation. Et puis ils ont progressé en tache d'huile, comme on disait à l'époque, vers le Mali, suivant la boucle du fleuve Niger, et puis on les a retrouvés en Guinée, en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Donc ce sont des troupes de collaboration avec l'Empire français. Pourquoi ces troupes se sont constituées? Et très rapidement, dès le premier jour, pour deux raisons. D'abord, les Français ne supportaient pas l'ambiance tropicale, j'allais dire, c'est-à-dire qu'ils mouraient, tombaient comme des mouches à cause des germes et de la température. Le taux de mortalité d'un soldat français en outre-mer était 2 à 3 fois plus élevé qu'un soldat en métropole. Tombaient comme des mouches. Donc ils ont choisi tout de suite d'envoyer que des officiers, des sous-officiers européens, blancs, pour dire la vérité, pour parler franchement, et les soldats étaient des Noirs. Ces soldats noirs rejoignaient volontiers l'armée française parce qu'ils étaient souvent issus, presque souvent, presque toujours issus, des castes les plus défavorisées. C'était un moyen pour eux de s'échapper à leurs conditions serviles. Il faut bien comprendre que le Sénégal de l'époque, et toute l'Afrique occidentale de l'époque, de la fin du 19e, début 20e, n'était pas une société à l'eau de rose. C'était une société pyramidale esclavagiste où les Noirs faisaient d'autres Noirs comme esclaves. Alors il y avait les vrais esclaves, c'est-à-dire ceux dont les enfants étaient pris au berceau, leurs enfants ne leur appartenaient pas et ne portaient pas leur nom. Et il y avait les gens qui étaient dans la servilité, appelés les captifs ou autre chose, qui étaient des espèces voilà, de bonnes à tout faire ou de bons à tout faire, je ne sais pas comment il faut dire, une vie entière. Vous aviez aussi dans l'Afrique occidentale les personnes qui étaient prêtées sur gage. Ça veut dire quoi? Votre papa, par exemple, a pris un crédit, je sais pas moi, un lingot d'or pour faire du commerce avec le Mali. Il n'a pas rendu l'argent à celui qui lui a, à son créancier. Eh bien, il peut soit lui-même devenir esclave et travailler à l'œil pour se créancer jusqu'à payer sa dette, ou bien il pouvait choisir de donner un de ses enfants, ou plusieurs de ses enfants, ou de sa famille élargie au créancier pour qu'il travaille gratuitement pour lui. Donc vous avez plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient bloquées dans leur vie dans une situation servile. La France, à l'époque, avait encore de la jugeote, c'est-à-dire elle savait encore ce que c'était que défendre ses intérêts et utiliser la nature humaine. Elle a en priorité libéré ces personnes-là, leur a dit rejoignez les tirailleurs, vous aurez la liberté et en plus, vous pourrez vous venger de vos anciens maîtres. C'est ce qui s'est passé. Donc les tirailleurs, c'était les anciens marginaux, les anciens losers de la société qui ont rejoint, qui ont trouvé dans l'armée française, l'armée coloniale, un moyen de se venger sur la vie et d'avoir une vie, parce qu'avant, ils étaient des meubles, ils étaient des esclaves ou des personnes serviles. Ils n'avaient même pas de droit de... Ils n'étaient pas des citoyens. Voilà la première chose. Deuxième chose, je ne pense pas que le film d'Omar Sy l'ait dite, les tirailleurs sénégalais ont été utilisés pour terroriser les Marocains et les Maghrébins. En 1912 à Casablanca, les Marocains ont vu débarquer les tirailleurs sénégalais avec leurs très beaux uniformes rouges, leur couleur noire, qui a impressionné la population. Il y avait une espèce de trauma racial, parce qu'on s'attend toujours à voir dans l'autre race, dans l'étranger, un ogre. C'est comme les Français en 1940, ils ont fui devant les Allemands, dans le cadre de l'Exode, 2 millions de Français sur les routes, parce qu'ils ont exagéré ce que les Allemands allaient leur faire. On croyait qu'ils allaient violer tout le monde, qu'ils allaient trucider tout le monde. Les Allemands n'ont pas fait ça. Ils ont fait autre chose, terrible, mais ils n'ont pas fait ça. Je vous signale qu'ils n'ont pas brûlé Paris. Eh bien, les Marocains, quand ils ont vu les Noirs débarquer en 1912, les tirailleurs, ils ont dit, voilà, c'est la fin, ils vont violer nos femmes, ils vont nous manger tout cru. C'est du racisme. Mais le monde est ainsi, le monde est ethnocentré. Et la France a utilisé ces tirailleurs pour démotiver les Marocains, parce qu'on leur prêtait des pouvoirs, des pouvoirs sanguinaires, des pouvoirs magiques, une férocité qu'ils n'avaient pas.
Ils ont été utilisés également en Algérie, en Tunisie, comme étant des troupes fidèles aux Français. Parce que vu que le racisme arabe vis-à-vis des Noirs était fort, on savait très bien que les Sénégalais n'allaient jamais se fraterniser avec le FLN algérien ou avec les indépendantistes marocains. D'ailleurs, en 1947, à Casablanca, ces mêmes tirailleurs sénégalais se sont rendus coupables d'un ce qu'on appelle le coup de Casablanca, le coup des Sénégalais, en arabe, Darbat Sénégal. On est en avril 1947, il y avait une caserne de tirailleurs sénégalais, les mêmes que vous voyez dans les films là. Euh, Ils ont eu une rixe, des soldats en permission, ils ont eu une rixe avec des Marocains musulmans autour d'une prostituée. Ça s'est mal passé, les Sénégalais ont tiré dans la foule. Impossible d'avoir un bilan. Les nationalistes marocains parlent de plusieurs centaines de morts. Très sincèrement, je ne sais pas, il y a eu des morts. Et en tout cas, il y a eu des vengeances, il y a eu des représailles des Marocains sur les Sénégalais. Certains ont été tués autour du bidonville de Benmsik. Voilà, voilà. Donc voilà tout l'imaginaire autour de ces tirailleurs sénégalais utilisés par la France pour terroriser les populations qui ne sont pas noires. D'ailleurs, ça a été le même stratagème, la même guerre psychologique a été utilisée pour terroriser les Allemands. Rappelez-vous, l'occupation de l'Allemagne par les Alliés après 1918, je crois que le film de Monsieur Sy se passe durant la Première Guerre mondiale, durant voilà, la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a eu une occupation de la Ruhr et tout ça. Nous avons envoyé, nous la France, nous avons envoyé volontairement des Noirs pour traumatiser les Allemands. Voilà. Je ne pense pas que ces deux détails-là, le fait que ces tirailleurs étaient une troupe d'occupation coloniale contre les Noirs d'Afrique et une troupe d'action psychologique contre les Marocains, les Algériens, les Tunisiens et les Allemands, je ne pense pas que ces deux détails soient dans le script, comme on dit, du film de M. Omar Sy. Bon, s'ils sont dans le script, eh bien, tant mieux pour lui, je le félicite. En conclusion, j'ai vu M. Omar Sy donner je sais pas, une interview, je crois, à BFM en disant ah, quand les Français voient la guerre en Ukraine, ils sont plus touchés, plus émus que s'il s'agissait d'Africains, voilà, massacrés, je sais pas quoi, de guerre en Afrique. C'est certainement vrai, hein, on va dire, il y a des lignes de solidarité génétique, atavique, voilà. Je pense que M. Sy est beaucoup plus touché par le calvaire des Rohingyas, musulmans de Birmanie, que par le calvaire des Yazidis d'Irak ou par les calvaires des chrétiens d'Orient, et je lui en veux pas. Je pense qu'il est plus touché par le calvaire des Peuls de la région du Niger que par le calvaire des Berbères je sais pas quoi, du Rif ou j'en sais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, faut pas en faire tout un plat. Et le pire, c'est que Monsieur Sy, je sais pas, je l'accuse de rien, mais il s'installe dans le rôle du noir tel qu'il est dessiné par une certaine culture américaine. Il est dans l'affrontement de la France blanche, parce qu'il est déjà américain. Il a mis le costume du noir américain de Los Angeles, sauf qu'il n'est pas noir américain. Il est français et il est Peul. D'accord? Il n'est pas noir américain. Les noirs américains, ils vivent dans un mythe qui s'appelle le Black America, l'Amérique noire, qui est l'ennemi de l'Amérique blanche, qui a des comptes à rendre à l'Amérique blanche. Ouais, c'est ça, des comptes à régler avec l'Amérique blanche. C'est leur affaire. Et les Américains vivent dans l'Amérique blanche qui n'aiment pas l'Amérique noire. C'est leur affaire. Et je suis désolé de voir que des Noirs français, à qui la France a donné des papiers français, à qui elle ouvre la porte, qu'elle n'a pas obligé à changer de prénom, hein, elle ne lui a pas demandé de s'appeler Gérard. Hein, la France a accepté Omar Sy, elle l'a intronisé comme une des personnalités les plus populaires et les plus aimées de France, sans lui demander de devenir Jean-Philippe Sy, Jean-Philippe de Sy. Vous voyez ce que je veux dire? La France lui a donné une place. Et là, lui, j'ai l'impression qu'il, je ne sais pas s'il le fait consciemment, il s'installe dans le rôle du noir tel qu'il est dessiné par l'américain. Il n'est pas américain, c'est dommage de voir qu'on est en train d'avoir une Black France face à une France blanche. Non, non, il ne faut pas se tromper de script, de dialogue. La France, ce n'est pas les États-Unis. Le problème racial français qui existe n'est pas le même problème racial que le problème américain. Donc je souhaite à M. Sy qu'il se libère du dialogue, du scénario écrit pour lui par les acteurs, les grands théoriciens noirs américains et blancs américains de la guerre raciale, parce qu'il y a dans les deux côtés, et j'espère qu'il retrouvera sa liberté. J'ai cru lire qu'il était quelque part
récemment qu'il était Peul, eh bien, je préfère qu'il soit Peul à ce qu'il soit un black de LA, de South Central ou autre chose. Il y a dans l'authenticité du Peul quelque chose de beaucoup plus noble que dans l'authenticité du noir américain avec les trousers, comment on appelle ça, les pantalons qui pendent, qui montrent le caleçon, et le rap et la victimisation. Je ne connais pas beaucoup de Peul dans la victimisation. Le peuple Peul est un grand peuple conquérant. Et je pense que il y a une dignité à être africain, noir africain, ou à être français, assimilé, qui est supérieure à la dignité du noir américain ghettoisé dans le hip-hop. On a refait une plantation autour du noir américain, sauf qu'il y a les barreaux de la plantation ne sont pas en barbelés, on n'est plus en Géorgie, ce sont des barbelés tenus par des noirs et par des blancs qui n'aiment pas les noirs. Ce sont les gens qui leur disent Black Lives Matter, vous êtes des victimes de la police, méfiez-vous de la police, demandez des réparations, ne changez surtout rien, vous êtes des victimes, on vous doit tout. Voilà. Eh bien, et surtout, soyez dans le hip-hop. Dans le hip-hop, moi, j'adore le hip-hop. J'adore le rythme du hip-hop. Je suis de la génération hip-hop. Tupac et Dr. Dre. Et le grand Snoop Doggy Dogg et 50 Cent. Mais qu'est devenu le hip-hop aujourd'hui? C'est la culture, si on dit à la femme américaine, noire américaine, soit une prostituée, tombe enceinte à 12 ans, on s'en fout. On dit au père, au mâle noir américain, ne sois pas un bon père, abandonne ta femme, va en tôle. Get rich or die trying. Eh bien, ça, c'est pas un service rendu et c'est pas la dignité. Moi, j'admire, et là je vais choquer mes amis de droite, j'admire les musulmans Peul ou les musulmans africains du Nigeria. Quand tu les vois réciter le Coran, d'abord ils le font mieux que nous, à mon avis, les Maghrébins, parce qu'ils ont le sens de la rime et du rythme. Ces gens du sud, des subsahariens, ils ont le sens personne ne pourra leur enlever. Et ils ont une dignité bien supérieure aux gars qui chantent du hip-hop avec des implants dentaires en or et des motherfuckers partout. Ben, franchement, je préfère qu'ils récitent des paroles sacrées que des motherfuckers. Il y a deux dignités qui sont ouvertes aujourd'hui. À ce que je sache, peut-être qu'il y en a d'autres. L'assimilation à la France, qui n'est pas un sport, qui est un sport de combat et d'élite, c'est pas pour tout le monde, je l'admets. Et il y a la condition noire africaine. Et, il ne faut pas tomber dans le piège tendu par certains Américains. Par certains Américains qui ont admirablement, diaboliquement tendu un piège aux Noirs en leur faisant oublier le discours émancipateur de Martin Luther King et en les enfermant dans la haine du blanc qui ne sert à rien. Parce que si la haine du blanc fonctionnait, eh bien, les Noirs américains seraient beaucoup plus avancés que les Coréens américains, ou que les Chinois américains, ou que les Japonais américains, ou que les Iraniens des États-Unis, ou que les Palestiniens des États-Unis. Je cite que des communautés arrivées aux États-Unis il y a quelques années qui ont réussi et qui ont quitté le ghetto alors que les Noirs américains continuent à être ghettoisés. Et je vous signale que les Noirs américains sortent de l'histoire. Parce qu'à force d'être dans le hip-hop et de s'exposer outre mesure aux drogues et autres, bah, ils ne représentent plus que 12% de la population américaine, avec les guerres des gangs et tout ça. Il faut voir le nombre d'homicides qui touchent les Noirs en priorité. Eh bien, ils ne représentent que 12% de la population américaine. Ils sont en train de sortir de l'histoire. Alors que l'hip-hop nous montre une Black America qui est épanouie, elle n'est pas épanouie. Elle est en train de... C'est le Japon, c'est le Japon, avec l'avortement qui est beaucoup plus fort. Je crois que sur New York, la moitié il faudra vérifier, la moitié des bébés avortés sont noirs. C'est pas ce que j'appelle un succès démographique. Voilà, je ne généralise pas, moi j'admire, enfin je vous dis, moi je suis en rage contre cette version des États-Unis qui a fait ce piège, qui a tendu ce piège mortel aux Noirs américains. Et si France Fanon, que moi j'ai lu, que je pense que beaucoup de nos jeunes amis n'ont pas lu, était vivant, ou César Senghor était vivant, ou Aimé Césaire était vivant, ils seraient en rage contre ce que certains Noirs américains acceptent aujourd'hui comme dégradation de leurs conditions et ils vont sortir de l'histoire s'ils ne se réveillent pas. Voilà, je dis ça en toute amitié à M. Omar Sy, moi j'admire son succès, voilà, et j'aimerais moi aussi être à Los Angeles, tourner des séries Netflix, sauf que croyez-moi, moi, ma série Netflix, dedans, je n'accuserai pas la France. La France m'a tout donné. Enfin, m'a tout donné, j'ai beaucoup travaillé aussi, hein. Ma mère m'a tout donné, mon père m'a tout donné, le Maroc m'a beaucoup donné, mais la France m'a beaucoup donné aussi. M'a beaucoup donné, elle m'a payé mes études et je ne cracherai jamais dans la soupe.
Allez, à bientôt. À demain et n'hésitez pas, bien entendu, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vendredi, notre live à 18h30, heure de Paname. Je vais parler comme un jeune de mon époque. Allez, ciao!